Bonsoir chers téléspectateurs de la télévision rwandaise. Une fois de plus, heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro majuscule Propos. Nous parlons de l'idéologie génocidaire et surtout de la manière dont cette idéologie est véhiculée d'ici au pays jusque dans les confins du monde. On va voir certains lieux qu'on n'a pas beaucoup entendus au cours de 26 dernières années. Comment est-ce que nous en sommes arrivés par là? Comment est-ce que l'idéologie génocidaire est arrivée même dans ces coins? Ce soir, je suis Eddy Sabiti, je suis avec Madame Marie Ingabire Immaculée. Elle est, beaucoup la connaissent en tant que présidente de Transparency International Rwanda, mais elle est également et spécifiquement ici comme faisant partie de l'association Umurinzi, c'est ça madame? Umurinzi Initiative. Umurinzi Initiative, d'accord. Donc c'est une initiative dont elle va nous parler et surtout de sa mission qu'elle s'est assignée. Nous sommes également avec le docteur Bideri Diogène, c'est un nom que vous connaissez. Il est juriste, également chercheur. Il est également fait partie de la grande équipe de la CNLG ou soit la Commission nationale de lutte contre le génocide. Bonsoir, docteur. Bonsoir. Très heureux de vous avoir tous les deux avec nous ce soir. Nous sommes pendant la période de 100 jours de commémoration du génocide commis contre les Tutsis au Rwanda en 1994. Si ce génocide s'est terminé il y a 26 ans de cela, mais les experts parlent de plusieurs étapes, notamment 3 étapes du génocide. Et selon les chercheurs, docteur, nous sommes à la 3e phase du génocide. Et vous voulez bien nous en parler? En fait, le génocide, c'est une succession de phases ou d'étapes qui commence par des étapes, je dirais, moins brutales. Alors, l'étape la plus brutale, c'est celle qui consiste dans des massacres, donc l'extermination, et puis suit directement la négation de ces massacres, ou la requalification ou la justification de ces massacres. Et donc, on est en pleine négation du génocide perpétré contre les Tutsis, bien sûr qui se définit, mais aussi qui se plonge dans le temps, dans la conception ou dans la théorisation de la négation de la Shoah. Une notion qui apparaît dans les années 1980, qui a été développée et analysée par des chercheurs, des universitaires, comme Henri Rousseau, donc, qui définit cette notion comme une étape qui annihile en fait l'effet, la réalité d'un génocide, des massacres. Mais la dernière théorisation, explication, c'est avec Gregory Stanton, en fait, qui définit 12 étapes de la négation du génocide. C'est cela. Madame Ingabire, vous êtes, en tout cas, vous êtes très connue pour votre franc-parler, mais surtout en ce qui concerne les droits de la personne, vous êtes très présente. Mais quand on parle du génocide, on parle également du droit fondamental de l'homme, la vie. Oui, voilà, c'est vrai. Donc, c'est vrai, je suis une activiste de défense des droits de la personne. Et comme vous devez le savoir, le premier droit fondamental, c'est le droit à la vie. Donc, quand on parle d'un génocide, on ne peut pas vraiment trouver autre chose qui puisse bafouer les droits humains plus que le génocide. Et aujourd'hui, nous avons parlé de l'initiative qui est la vôtre, qui est Umurinzi Initiative. On va d'abord savoir, nous avons 26 ans après le génocide commis contre les Tutsis, on a eu des procès, on a eu la cour le tribunal international pour le Rwanda qui était basé à Arusha, on a eu des condamnations. Nous avons eu les tribunaux Gacaca ici, à l'intérieur, au pays. On a eu des responsables. Et certains même ont été condamnés, puis après ont été graciés, ont eu le pardon de la société. Mais tout cela a abouti 26 ans après, tout de même à l'idéologie
qui ne cesse de se manifester dans plusieurs formes à ce jour. Je ne sais pas, vous, docteur Diogène, vous êtes chercheur, vous pouvez nous parler un peu de ces formes d'idéologie génocidaire qu'on remarque 26 ans après les événements de 1994? Voilà, l'idéologie du génocide qui se manifeste à travers plusieurs formes. Et la forme la plus courante, c'est le négationnisme et le révisionnisme. Mais il faudrait déjà se placer à la période des massacres. C'est-à-dire déjà au mois d'avril 1994, jusqu'à mi-mai, la communauté internationale, les Nations Unies en tout cas, jusqu'à cette date, ne voulait pas utiliser le mot génocide. Donc il y avait vraiment un déni au sein même du Conseil de sécurité des Nations Unies qui disait, voilà, ce sont des massacres interethniques. Et cette idée s'est prolongée avec le mouvement des réfugiés qui était poussé par le régime qui venait de commettre le génocide, qui les a poussés dans les camps de réfugiés à l'ex-Zaïre. Et là, il s'est formé, ou s'est cristallisé une idéologie génocidaire qui s'est en plus alors développée en plusieurs formes que nous pourrons voir. Mais déjà à cette époque, donc, il y avait, je dis, la matière pour la négation du génocide. Donc si on peut se placer déjà en 1994, et puis à partir de là, il y a des formes qui sont développées, justement, notamment avec l'intervention de certains chercheurs dont nous aurons l'occasion de parler. Donc, ils ont théorisé la négation du génocide perpétré contre les Tutsis, notamment en invoquant plusieurs justifications et puis alors, en élaborant des formes du négationnisme, notamment donc, le double génocide, mais aussi donc, des excuses comme l'attentat, comme les conflits entre ethnies, et puis enfin le génocide, donc la terminologie génocide rwandais, qui veut en fait, qui est englobante et qui voudrait en fait dire voilà, il y a eu des massacres entre deux belligérants et à la fin il y a responsabilité partagée et donc en fait il n'y a aucun responsable de ce qui s'est passé. Voilà, peut-être on aura le temps d'aller dans les détails, mais en gros, c'est ce développement, et je dirais même que jusqu'à présent, en fait, la première forme qui s'est manifestée dans les années 1994, elle n'a fait qu'en fait être habillée. Mais la substance du négationnisme date de cette époque, malgré les recyclages, donc, puisque c'est un concept recyclé, et dernièrement, donc, la dernière à recycler ce concept, c'est la journaliste Judy Revel, une Canadienne, qui reprend toutes les thèses et qui les écrit, publié donc dans un livre qui est sorti et maintenant qu'elle passe son temps donc à présenter à travers les différentes capitales européennes. Justement, lorsque vous venez bien de citer Judy Rivers et d'autres noms qu'on connaît, qui ne sont pas nécessairement des Rwandais. Nous avons également d'autres Africains comme l'écrivain franco-camerounais Onana Charles. On s'est dit, le génocide, tout d'abord, il a été préparé et commis par les Rwandais contre les Rwandais. Là-dessus, nous sommes d'accord. Mais avec bien sûr, d'autres ramifications, d'autres forces ou une main externe. Mais tout de même, sur terrain, la main qu'on a vue, c'était une main rwandaise dans le génocide. Justement, après le génocide, aujourd'hui, on se retrouve à parler de la négation du génocide, à toutes ces étapes-là du génocide. Mais quand on parle de l'idéologie génocidaire, qu'on retrouve des gens qui ne sont pas des Rwandais, je ne sais pas l'explication que nous avons eu une fois à discuter de cela, mais madame, comment vous arrivez à expliquer qu'on puisse avoir aujourd'hui des gens qui n'étaient pas concernés, premièrement par l'histoire du Rwanda, qui aujourd'hui on retrouve au creux même ou à l'avant-garde de ces figures qui véhiculent l'idéologie génocidaire?
Merci. En fin de compte, hein, ce n'est pas étonnant comme tel. Parce que comme M. Bideri l'a bien dit, un génocide, ça se prépare. Un génocide, ce n'est pas un accident, ce n'est pas un hasard, donc ça se prépare. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que, au fait, les gens qui préparent le génocide, ils préparent aussi ces 3 étapes dont on a parlé tout à l'heure, le Dr Bideri a parlé. Alors, à chaque étape, ces gens essaient d'avoir des alliés. Parce qu'il faut toujours un allié pour vous aider, vous soutenir, je dirais pour convaincre plus de gens possible. Donc, ces gens-là qui ont préparé, planifié, exécuté le génocide et qui savaient qu'en fin de compte, il faudra nier ce génocide, se sont fait aussi des alliés. Les gens comme Judy Levo, comme Philippe Lenges, comme Onana, comme tant d'autres, ils sont légion. Ce sont des alliés de ces génocidaires. Alors, en fait, quand on est étranger à ce peuple, à cette nation, à ces gens qui ont connu le génocide, c'est une sorte de manipulation et de récupération. Donc, ils ont été manipulés et récupérés par ces gens-là. Ils peuvent avoir d'autres raisons aussi, je dirais peut-être politiques, ou je ne sais pas, ou peut-être personnelles. Je sais par exemple, quand nous parlons de Sonia Roleh, elle a une dent contre le Rwanda parce qu'elle a été expulsée de ce pays. Donc, tout ça, il y a beaucoup de facteurs. Mais le premier et le plus important, c'est que quand ces gens qui préparent un génocide préparent aussi comment avoir des alliés. Docteur Bideri, vous êtes chercheur. Je pense que quand on parle d'un chercheur ou de la recherche, on parle des faits empiriques, les faits indéniables. Je pense que c'est également le travail d'un chercheur. Mais également, vous êtes un juriste en même temps. Pour faire le droit, il faut également venir avec des faits palpables. De tous ces noms que Mme Ingabire vient de citer, on a des grandes têtes quand même, des grands scientifiques, des chercheurs, des écrivains. Comment est-ce qu'on arrive à avoir une organisation des Nations Unies qui, d'abord, n'a pas voulu reconnaître le génocide, mais que 26 ans après, le génocide soit commis contre les Tutsis soit disons, puisse mettre tout le monde d'accord, du moins, et que d'autre part, on puisse retrouver des scientifiques, des gens qui peuvent palper ou venir sur terrain, voir la réalité, qui arrivent tout de même à renier les faits aussi crus. Voilà, c'est un phénomène que, comme je le disais au début de cette discussion, c'est un phénomène qui a été analysé par des chercheurs et qui sont attitrés justement à nous donner, à nous fournir une réponse. Le négationnisme, c'est justement, ça se manifeste en grande partie dans les universités, par exemple, dans des institutions de recherche et dans des milieux politiques. Pourquoi dans les universités? Pourquoi dans les milieux politiques? Dans les universités, tout simplement parce que l'université, c'est quoi? C'est un vivier donc, de savoir. Les jeunes qui sont là, ils sont à la requête, donc à la recherche du savoir. Si, par malchance, il y a un professeur d'université gagné aux idées négationnistes, il va influencer un groupe d'étudiants qui, parfois sans discernement, vont le suivre. Et ça, c'est Henri Rousseau qui le dit, qu'on voit ça dans les universités, c'est un milieu propice pour propager le négationnisme. Ça, c'est un. Deuxièmement, les milieux politiques ou militaro-politiciens, comme c'est le cas, par exemple, pour le Rwanda. Quand vous prenez l'association France turquoise,
sont les anciens de l'opération turquoise. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont chercher des alliés dans la presse, dans le journalisme, donc comme Charles Onana qui est gagné à 100% à la cause de France turquoise, et pour s'en convaincre et pour voir, par exemple, sa dernière publication. Et là, France turquoise veut justifier l'injustifiable, en fait. Justifier pourquoi ils ont agi comme ils ont agi en 1994. Cette émission se place entre juin et août 1994. Donc, les conférences, les réunions, les publications autour de France, Association France turquoise, va chercher à agréger pas mal d'individus. Et dernièrement, il y a eu deux conférences en France, une à l'Assemblée nationale, fin décembre 2019, et une autre conférence au mois de mars 2020. Et ils ont pu amener à bord le docteur Denis Mukwege. Qui est congolais, prix Nobel de la paix. Prix Nobel de la paix, donc une personnalité à l'échelle internationale. Voilà, donc ça recrute et ça use la manipulation. Donc le négationnisme use la manipulation et ça manipule non seulement les gens qui sont déjà prêts à être manipulés. Là, je veux dire, par exemple, vous prenez ceux qui ont organisé, exécuté le génocide. Ceux-là, ils feront tout pour se dédouaner. Ça, c'est un. Deuxièmement, vous avez les nostalgiques du régime Kayibanda et Habyarimana. Et aussi, ici, Regens était conseiller, il le nie. Donc les nostalgiques qui ne sont pas nécessairement des Rwandais, voilà. Mais qui ont eu, d'une manière ou d'une autre, travaillé de près ou de loin avec ces deux régimes. Voilà, Regens a été professeur assistant à l'Université nationale du Rwanda. Il a été aussi conseiller juridique du président Habyarimana et il a participé à la rédaction de la Constitution, si je ne m'abuse, 1978. Donc là, il va le nier, mais on sait que quand même il y a des faits. Ou bien il va dire, bon voilà, je l'ai fait, mais je n'ai pas fait, je n'ai rien fait de mal. Et lui, c'est un professeur d'université, c'est un chercheur qui publie chaque année et qui a une ligne négationniste, maintenant qui a pris la route, et les autres ne font que s'agréger sur ce socle qu'il a créé depuis 1994. C'est-à-dire, lui, il est dans le double génocide. Donc, il est négationniste, il le nie, bien sûr. Jamais un négationniste ne dira qu'il est négationniste. Mais les faits, ces textes montrent bien qu'il est donc négationniste. Voilà, donc, en gros, c'est ça. Donc, il y a, comme Immaculée disait, il y a un noyau qui va chercher les alliés, des alliances qui vont opérer par la manipulation. Voilà. Moi, je pense que nous avons d'abord, comme j'ai dit, le génocide a été commis au Rwanda. Il y a eu plusieurs étapes, que le Rwanda... Trois précisément. Disons, dans la reconstruction du Rwanda actuel qu'on a, et bien sûr le pansement des plaies et toutes les conséquences du génocide que tous connaissons, on a eu plusieurs étapes par lesquelles le Rwanda est passé. Nous avons parlé de l'idéologie génocidaire et on en parle même ici au pays. Madame, vous avez créé une association appelée Umurinzi Initiative, ou soit l'initiative Umurinzi. D'abord, vous allez nous en parler un peu plus sur cette association. C'est vrai, c'est en gros pour lutter contre l'idéologie génocidaire. Mais où? Sur quel terrain? Merci. C'est-à-dire, c'est vraiment mondial, si je peux dire. Notre association a été lancée officiellement le 7 juin 2019. C'était à l'hôtel Nobleza. Et comment d'abord est venue l'idée de créer cette association? On s'est rendu compte qu'il y avait en courant un mouvement de négationnisme très virulent. Où ça? Surtout en Europe.
Ici aussi au Rwanda, c'est vrai, il y a des actes de négationnisme, mais c'est pas vraiment très fort comme en Europe, parce que ici, c'est même pas facile avec les lois, avec tout ce que vous connaissez. Donc, mais en Europe, ces gens dont nous parlions sont surtout en Europe. Ils sont plus actifs en Europe. C'est là où ils opèrent, comme en Belgique, comme en France. Donc, c'est vraiment leur terrain d'opération. Et on s'est rendu compte que, en fait, c'est dans ces phases dont on parlait. Maintenant, la troisième phase est aussi virulente, comme la deuxième, c'est l'exécution. Alors, on s'est dit non, il faut quand même faire quelque chose, parce que on ne peut pas laisser ces gens continuer leur œuvre. Et bon, alors, avec un groupe de gens, une cinquantaine, on a créé cette association dont je vous ai dit qu'elle a été lancée officiellement aussi le 7 juin l'année passée. Et maintenant, nous avons la personnalité juridique provisoire. C'était pour justement faire face à ce courant, à cette vague de négationnisme qui était en fait inquiétante. Et tout à l'heure, vous avez parlé de Philippe Lengens. D'après les informations que j'ai, c'est que Philippe Lengens, juste après le génocide perpétré contre les Tutsis en 1994, comme c'était vraiment un connaisseur, moi je dis un connaisseur, pas un expert. En fait, quand il se targue être un connaisseur, c'est même ridicule. Expert en quoi? Moi-même, je ne suis pas experte du Rwanda alors que je suis rwandaise. Mais il a réuni les intellectuels qui venaient de quitter l'université de Butare et d'arriver en Belgique. Il leur a dit, écoutez, mes amis, parce qu'il n'est pas bête, bon. Il n'est pas bête. Il est bête et il n'est pas bête. Voilà. Ça peut s'expliquer. Il leur a dit, ne niez pas le génocide contre les Tutsis au Rwanda, parce qu'il a bel et bien existé et le monde entier maintenant est au courant. Les Nations Unies ont validé cette théorie qu'il y a eu un génocide contre les Tutsis au Rwanda. Alors, maintenant, qu'est-ce que je vous conseille de faire? Prenez plutôt l'idéologie du double génocide. Ça, c'est une négation, comment dire, c'est une négation très profonde qu'il ne faut pas négliger du tout. Toute personne qui vous parlera du double génocide, sachez tout de suite qu'il est dans la logique de la négation du génocide. Et c'est grave, parce que là, ça peut duper les gens, ça peut tromper les gens. Parce qu'on va dire, non, écoutez, il est de très bonne foi, il reconnaît qu'il y a eu un génocide contre les Tutsis, mais aussi, il dénonce que de l'autre côté aussi, il y a un génocide contre les Hutus. Et ça, c'est très dangereux. C'est très dangereux, plus que celui qui dirait tout simplement, non, il n'y a pas eu de génocide au Rwanda. Celui-là a très peu de chances d'être écouté. Je ne sais pas si vous ne vous êtes pas encore rendu compte que maintenant, la théorie, c'est celle-là, du double génocide. Et maintenant, vous parlez de Philippe Lengens, on a eu à parler d'autres, bien sûr, le docteur Bideri lui a parlé des nostalgiques des anciens régimes, il a parlé de la première et la deuxième République. Tout de même, lorsque vous créez une telle association, vous vous dites, avez-vous les moyens de votre mission? Vous avez mesuré la lourdeur ou la grandeur de votre mission et surtout du combat qui vous attend, madame. D'accord, merci beaucoup. Ça, c'est une très bonne question. En fait, commençons par la mission de l'association. Notre mission, en tant que l'initiative Umurinzi, c'est de... Parce que il y a des gens, jusque-là, je n'en connais pas beaucoup,
Mais il y en a, comme Maître Guy Sagara, comme nous en avons, on va les citer, qui essaient de faire face à ces négationnistes. Et ils portent plainte dans les tribunaux, en Europe toujours. Hein. Et ils le font par leurs propres moyens. Nous, notre objectif, notre émission, c'est quoi? C'est de les soutenir de 3 manières, si vous voulez. Il y a le soutien moral, bien évidemment, ça c'est évident. Il y a aussi le soutien financier. Nous essayons jusque-là, on n'a pas vraiment encore des partenaires comme tels, mais nous réunissons de l'argent venu de nous-mêmes, nous faisons des cotisations, parce que les procès en Europe, c'est extrêmement cher. On a dit il faut qu'on les aide, qu'on les épaule, et puis aussi, on leur fournit des informations. Je saisis aussi l'occasion pour remercier la CNRG, parce que pendant cette période de commémoration, il y a toujours des documents qu'ils font sortir pour nous dire ce qui s'est passé ce jour. Mais même aujourd'hui, pour le 3 mars, on a reçu le document de comment le génocide s'est... Il y a toute une littérature, toute une documentation sur la chronologie des événements. Nous prenons toute cette documentation, nous essayons d'en tirer les informations les plus importantes et nous les conservons. Et si, de surcroît, il y a un procès contre un tel et un tel, qui essaie de nier ou... c'est une question de preuve. Alors, nous fournissons ces preuves. Madame, nous avons déjà une telle initiative où on a déjà sur place, depuis plusieurs années, nous avons le collectif des partis civils pour le Rwanda, dirigé par Alain Gauthier et Madame Dafros. Et bien sûr, vous avez parlé de du maître Richard Guy Sagara, qui est avocat à Pontoise. C'est des gens qui travaillent depuis plusieurs années et d'autres, bien sûr, Rwandais qui sont à leur chevet. Vous avez parlé du coût des procès et surtout, d'une part, on a le coût, mais également, ce n'est pas toujours évident avec la législation en place et bien sûr la volonté politique parfois qui ne facilite pas toujours les choses. Est-ce que vous vous dites, il y a déjà les difficultés auxquelles faisait face ce collectif et vous arrivez avec votre initiative toujours avec la même volonté. Avez-vous un terrain quelconque que vous visez ou vous attaquez le tout? Non, on n'attaque pas le tout. On n'y arriverait même pas. Donc, nous, on se focalise. C'est quoi votre focus? L'appui financier. Et le soutien moral, évidemment, cela va de soi. Mais c'est l'appui financier avant toute autre chose. Et évidemment, au cas où ils auraient besoin de preuves, d'informations supplémentaires qu'ils ne possèdent pas, mais que nous avons, nous pouvons aussi les redonner. Mais sinon, au départ, vraiment, c'est l'appui financier. Parce que c'est là qu'il leur manque énormément. C'est ça qui leur manque. Il y a la volonté, il y a l'engagement, il y a tout ce que vous voulez. Mais il faut aussi de l'argent parce que, comme je l'ai dit, les procès en Europe, ça coûte extrêmement cher. Et ils le font de leur propre initiative. Donc, on s'est dit que quand même, il faut que nous aussi, on apporte notre apport. Docteur Bideri, nous avons, tout à l'heure je parlais du collectif des partis civils pour le Rwanda, nous avons en France aujourd'hui l'un des pays où résident des personnes de près ou de loin liées à l'histoire tragique du Rwanda, notamment du génocide perpétré contre les Tutsis, mais également que ce soit des Rwandais ou des Français. Mais également, la France est un des rares pays où il y a une législation aujourd'hui qui condamne à la même, avec
les mêmes textes, en tout cas, comme on condamne la négation ou les personnes qui se montrent responsables de la négation du génocide perpétré contre les Tutsis, comme ceux-là qui sont, comme c'est le cas avec la Shoah. Et maintenant, d'une part, sur le terrain de la justice, tout de même, on doit reconnaître qu'il y a un travail qui a été fait. Nous avons le procès de Tito Barahira, Octavien Dienzi. Il y a Pascal Simbikangwa qui a été condamné. Mais tout de même, on dénonce un chemin, un processus qui va à pas de tortue. Vous vous dites quoi? Comment est-ce que vous envisagez l'avenir? Est-ce que si du côté de la justice, les choses n'avancent pas aussi vite, d'autre part, on a l'idéologie génocidaire qui monte en puissance, comment est-ce que les gens vont gérer les deux? La première chose à dire, c'est qu'en fait, il ne faut pas être complaisant avec le négationnisme. L'idéologie génocidaire, le négationnisme, c'est une arme qui tue. Qui tue avant, pendant et après le génocide. Ceux qui sont derrière cette idéologie, bien sûr, ils ont le plan et ils font tout pour y arriver. Pour y arriver. Donc, ce que nous pensons, c'est que, bien sûr, il faut être patient, mais constant. C'est-à-dire, on ne peut pas lâcher. Et c'est ce que, disons, vise cette association, Initiative Murinzi. On sait que c'est un combat qu'on ne peut pas mener seul comme institution gouvernementale. Il faut aussi que la société civile puisse mettre sa part, participer. Vous parlez de la France, mais il faut voir globalement, par exemple, là où se trouvaient les fugitifs, les génocidaires fugitifs. Du moins ce que nous connaissons, parce qu'il y en a bon, certains, on ne sait pas vraiment où ils sont, où. Ce qui devrait en tout cas le savoir, ici je veux parler des fugitifs du TPR, donc qui doivent être jugés par le TPR, par exemple. Kabuga, Félicien Kabuga, Protéine Piranha et Augustin Bizimana. Ceux-là, ils sont fugitifs, voilà. Mais on sait qu'il y a d'autres fugitifs qui sont très très bien localisés. Je peux citer des exemples. Charles Ndereyehe, activiste de FDI Nhingi, mais un grand génocidaire de l'Isa Rwanda et un grand penseur de l'idéologie génocidaire avant la création de la CDR. Je peux parler d'autres, il y en a beaucoup. Mais pourquoi je dis qu'il faut être patient? Parce que ce n'est pas nous qui prenons cette décision. C'est la souveraineté étatique d'un État qui doit arrêter, juger ou extrader. Mais notre travail, c'est bien sûr fait comprendre que ces gens-là sont des criminels. La plupart ont été condamnés à contumace, c'est-à-dire ils sont fuis. Mais tout de même, ça n'a pas empêché que la justice fasse son travail, même en leur absence. En leur absence, mais voilà, donc on a des preuves et certains sont arrêtés. Je peux citer un exemple du procès Fabien Neretze qui s'est déroulé en Belgique. Très récemment, en fin de l'année 2019. Voilà, mais maintenant c'est un appel. Et là, ça montre la nécessité d'avoir la société civile. Donc, dans ce processus, vous connaissez, par exemple, lui, il était en Belgique depuis plusieurs années. D'abord en France et puis en Belgique. Et il a beaucoup joué donc, sur la longueur, donc la période avant d'être arrêté et d'être jugé. Donc, pour organiser les parties civiles, pour trouver des avocats qui représentent les parties civiles, tout ça, c'est en gros la société civile. Parfois, vous avez des avocats engagés qui ne sont pas payés, mais au moins, il faut quand même payer quelque chose pour que ça puisse aboutir.
Et Neretse, lui, avait un avocat, un expert, qui a été avocat au TPR. Si je m'abuse, je crois qu'il a représenté au TPR le colonel Renzaro. Tarsis, qui était Tarsis, voilà. le maire de la ville. Voilà. Et là, on avait Maître Flamme. Alors, sa défense devant les juges, c'est quoi? Il a dit, voilà, le TPR n'a jamais condamné des gens pour la planification du génocide. Donc, là, c'est une décision. Donc, cette décision a la force de la chose jugée en droit. Voilà. Donc, lui, il dit, voilà, devant le juge, alors, mon client, Fabien Neretse, il est poursuivi pour un crime qui n'existait pas. Donc, tout simplement, le génocide des Tutsis, je suis perpétré contre les Tutsis, n'a jamais existé. Voilà, c'était ça, sa ligne de défense. Alors, avoir un individu pareil, un négationniste, à la cour, devant le juge, devant le jury, parce qu'il faut convaincre le jury. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il ne faut pas présenter un vieillard qui boite, qui marche avec une canne pour dire, voilà, Neretse, pour faire pitié. Mais il faut aussi montrer qu'il y a des victimes. Donc, plusieurs victimes, plusieurs témoins ont fait le voyage. Pour apporter leur témoignage. Voilà, ils sont passés devant le jury. Et tout ça, ça a un coût. Bien sûr, c'est pourquoi Immaculée parlait de finances. Ça a un coût, mais aussi l'État qui engage le procès, par exemple la Belgique, à débourser des sommes. Donc, le transport, l'hébergement. C'est des procès qui coûtent très cher. Et donc, un État comme la Belgique, bien sûr, vraiment, il faut féliciter la Belgique qui a jugé, en tout cas jusqu'à présent, après le TPS, c'est l'État qui a jugé le plus grand nombre de fugitifs. Donc, ce procès a eu lieu. Neretse a été condamné. Il a fait appel, bien sûr. Mais au moins, justice a été rendue. Donc, sans l'appui de la société civile, c'est difficile. Donc, et en France, les choses, je dirais, bougent à petits pas. On n'aurait pas, jusqu'il n'y a pas longtemps, pensé qu'un individu ou des individus puissent être jugés et condamnés par des juridictions françaises. Chaque fois, regarde des faits historiques. Voilà, des faits historiques. Mais quand même, on a d'autres qui sont là, qui se cachent. Vous avez reconnu Laurent Serouga, ancien chef d'état-major adjoint. Et l'abbé Mounié-Chaka. Oui, voilà, le non-lieu pour l'abbé Mounié-Chaka, par exemple. Vous avez d'autres types donc, qui sont poursuivis. Vous avez le non-lieu pour Pierre Teguera, qui est impliqué dans les massacres d'Okibidira, mais aussi dans d'autres massacres. Voilà, donc c'est une justice, mais il faut toujours être là, être patient, être armé de patience, mais aussi travailler dur. Et voilà, on se relaie, on sait que c'est un combat qui continue. On a besoin d'appui, pas seulement un appui étatique, mais aussi on a besoin de la société civile, on a besoin de la diplomatie ordinaire, mais aussi la diplomatie parlementaire. On a besoin des associations engagées dans la poursuite des criminels. Et vous avez, par exemple, des gens, Classfield, c'est un Français, mais qui a fait un travail énorme, qui fait le même travail que les Gauthier. Donc, s'inspire aussi de leur méthodologie et voilà, pour pouvoir arriver à une fin utile. Madame, nous allons justement parler une fois de plus de votre association. Je me dis, ce n'est pas toujours évident. C'est vrai que l'histoire, nous la partageons tous, mais ce n'est pas toujours évident de dire que la première personne que vous approchez et vous dites, OK, je suis prêt à rejoindre l'association. Et surtout quand on connaît qu'on rejoint une association qui demande également de toucher à la poche. Tout à fait. C'est justement pour cela que je vous ai dit, c'est une question d'engagement personnel et de conviction. Comment est-ce que vous amenez les gens à bord, par exemple? Comment est-ce que vous amenez les gens à bord? Vous savez, on n'amène personne, ce sont les gens qui s'amènent. Nous, ce qu'on a fait, et je pense mais que pour la bonne cause, on doit quand même vendre même l'idée. Ça, c'est évident. En fait, l'association est née
à partir d'un autre groupe, un autre grand groupe des Rwandais. Et tenez-vous bien, un groupe WhatsApp qui réunit plusieurs Rwandais de tendances différentes, de générations aussi, même si ça s'appelle Agachilo Generation, mais vous trouverez toutes les générations. Alors, c'est à partir de là que les gens ont eu l'idée, parce que dans notre groupe-là, dont je vous parle, on analyse le climat, les politiques et tout, parce que notre groupe aussi, au départ, c'est pour visualiser le Rwanda, ses réalisations, mais aussi défendre le pays, parce qu'il y a plusieurs attaques, comme vous devez le savoir. Et c'est à partir de là qu'une certaine partie de ces gens de ce groupe se sont mis d'accord pour créer cette association, afin qu'on puisse faire face à ce mouvement négationniste. Et comme je vous l'ai expliqué avant, faire face comment? Apporter un soutien financier à ces avocats qui aussi, de par leur engagement, font un travail bénévole, je dirais. En termes d'argent, c'est bénévole, mais évidemment, en termes de valeur, ça n'a même pas de coût. Donc, c'est comme ça que l'idée est venue. Après discussion avec les autres, et spontanément, on a commencé l'association au mois de juin, comme je vous l'ai dit. Et on a l'intention aussi de continuer, de recruter aussi d'autres personnes, même s'il y a des gens maintenant qui nous suivent et qui seraient intéressés, et ils sont les bienvenus. Justement, nous avons également les stratégies qui sont utilisées, ou encore les modes opératoires, ou les channels, comme on dit, les canaux par lesquels passe l'idéologie aujourd'hui. Elle passe dans plusieurs formes. Vous, aujourd'hui, vous avez quelle stratégie, par exemple, hormis peut-être le financement des procès, mais une idéologie, ça se combat également par également une autre idée positive qui rassemble les gens. Comment est-ce que vous faites passer vos messages pour justement apporter un message contraire à celui qui est véhiculé par l'idéologie génocidaire dans le monde? Par exemple, maintenant, nous utilisons beaucoup, surtout les réseaux sociaux. Mis à part les réseaux sociaux, vous savez, maintenant, la technologie, elle est très avancée. Elle permet de faire beaucoup de choses. Mais maintenant, je suis en train de faire passer le message. Donc, tous les canaux, toutes les voies possibles qui se présentent, toutes les opportunités, nous ne les ratons pas. Parce que jusque-là, on n'a pas encore dit non, nous, on va utiliser cette stratégie et ainsi de suite. Non, nous, on a dit toutes les stratégies qui sont là, on ne va pas rater l'opportunité de les utiliser. Mais surtout, par exemple, pour les réseaux sociaux, c'est surtout pour donner une autre information. Vous savez, les négationnistes, ils sont très actifs sur les réseaux sociaux, ça il faut le reconnaître. Ils sont même plus forts que nous tous, c'est parce que c'est bon. La plupart n'ont même rien d'autre à faire. Ils passent leur temps et puis ils veulent aussi se disculper. Et pour certains, M. Videli a parlé et leurs alliés parce qu'ils en ont beaucoup. Alors, nous aussi, ce qu'on essaie de faire, c'est toujours démentir. Donner une autre version des faits, accompagnée des preuves. Et en utilisant les mêmes réseaux sociaux. Exactement. Oui. Donc, mis à part l'appui financier qui est très faible en soi, mais c'est ça. Et puis, mieux vaut peu que rien. Et puis, les débuts sont toujours difficiles. Vous savez, on n'a même pas une année d'existence, mais c'est déjà ça. On se félicite même de ça. Alors, il y a aussi cette façon de donner une autre version des faits. Et maintenant, la vraie.
que s'est-il passé réellement sur le terrain? Et qui a fait quoi et quand et comment? Et alors, nous essayons de partager avec tous les utilisateurs des réseaux sociaux comme Tweet, comme WhatsApp, comme vous voyez. Donc, on se débrouille comme on peut. C'est à la guerre comme à la guerre. Voilà, justement, ce n'est pas... vous êtes toujours sur... C'est tout un processus, bien sûr, pour grandir, ça demande du temps. Docteur Bideri, il y a une des choses qui ont marqué les gens ces derniers temps. On connaît l'histoire entre peut-être le continent européen et les Rwandais et même les Africains, de manière générale. Et même quand on a parlé des génocidaires qui sont en cavale, on parlait de certains pays africains, on parlait de l'Europe, bien sûr, les premiers sont atterris en Europe, mais très récemment, on a entendu parler de l'Australie, de la Nouvelle-Zélande. Vous pouvez un peu nous en parler sur ces cas? On parle des mouvements structurés. Je ne sais pas si vous avez plus des informations là-dessus, des gens qui s'organiseraient sur terrain en Océanie, disons la Nouvelle-Zélande et l'Australie. Oui, effectivement, on était habitué à parler des milieux traditionnels, hein, le terrain traditionnel du négationnisme. On pensait à l'Europe, et surtout à l'Europe et l'Amérique du Nord. Mais récemment, pas très récemment, le phénomène s'est manifesté au niveau international, justement avec les publications. Mais je pense que le mouvement en Australie et Nouvelle-Zélande existait déjà avant, donc au niveau local. Et c'est seulement maintenant qu'on sait qu'effectivement, ce mouvement-là se structure et c'est une ramification d'autres structures en Europe et en Amérique du Nord. C'est-à-dire, vous avez une personnalité comme Enoch Ruhigira, qui était ancien chef de cabinet du président Habyarimana. Il a même publié un livre. Je ne sais pas si on va en parler, mais il y a plusieurs publications faites par des gens qui ont été reconnus coupables de génocide. Plusieurs. On commence par Jean Kambanda. Naïmana, il a fait 3 livres. Vous avez Karemera, vous avez même les fugitifs, même le major Protem Birania a publié. Vous avez une publication des militaires, Aloïs Nibiragawa, vous avez plusieurs publications. Le dernier, enfin, le seul qui n'a pas publié, c'est Félicien Kabuga. Je ne sais pas s'il va publier, mais les autres génocidaires, ils ont au moins un livre, donc leur vérité. Voilà, pour se justifier au niveau international. Donc, Enoch Ruhigira a publié un livre. Il a vécu longtemps là, en Océanie. Et c'est seulement donc lorsqu'il a été arrêté en Allemagne que les choses ont commencé à bouger. Voilà, il a été arrêté et la nouvelle s'est bruitée. Et enfin, on a su qu'il y avait un noyau dur là en Nouvelle-Zélande et Australie. Dernièrement, la radio Nouvelle-Zélande, il y a un journaliste qui a dit que en fait, c'était la 26e commémoration du génocide. Qu'est-ce qu'il a fait? Il prend un récit d'une rescapée. Il le manipule. Il le manipule en faveur de 3 autres récits, dont un récit a été fourni par le fils d'Ombonimotwa, Dominique. Mais qui est en Belgique? Non, qui vit là, qui vit en Nouvelle-Zélande, voilà, en Océanie, et qui a fui en 1994. Voilà, donc, la famille Mbonimotwa a des représentants partout en Europe, mais aussi là en Océanie, c'est étonnant, mais c'est vrai. Donc, là, les 3 qui ont donné le témoignage étaient en faveur, en fait, du double génocide. Et l'article qui devait être au sujet de la commémoration, en fait, s'est tourné au camp de réfugiés au Zaïre. Le décor, les images et les photos, c'est dans les camps. Donc, ce qui fait que derrière,
justement, lorsqu'on lit le récit, ils disent, voilà, le 6 avril, c'est le jour de commémoration pour eux, le 6 avril. Ils commémorent la mort du président Habyarimana, et puis ils commémorent aussi les camps de réfugiés au Zaïre. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et ce qui a été fait, c'est le Rwanda, donc par sa représentation dans cette partie-là, a fait, bien sûr, a demandé qu'il y ait en tout cas des explications là-dessus. Et heureusement, donc, la chose continue, mais c'est une réalité en Océanie, donc ils s'installent, et ils s'installent parce qu'ils ont des cellures. Et comme vous disiez, c'est un négationnisme donc, structurel. Et si on veut le comprendre et le combattre, donc, il faut connaître cette structure. Je pense qu'on aura plusieurs occasions de revenir là-dessus avec force et détail. Malheureusement, comme on dit, le temps est toujours jaloux. Madame, peut-être 30 secondes pour nous dire la prochaine étape de votre, disons, de votre bébé qui est en train de grandir avec des objectifs beaucoup plus grands. Merci beaucoup. La prochaine étape, en fait, hein, comme le disait M. Bideri, c'est essayer de repérer, de localiser tous ces négationnistes, comme nous pouvons aujourd'hui citer par exemple Jambois SPL. C'est une organisation négationniste qui ne s'en cache pas, mais qui se cache plutôt derrière la théorie du double génocide dont je vous ai parlé. Il faut qu'on dénonce tous ces gens. Nous avons les gens, les Rwandais, les non-Rwandais. Nous, on va essayer de voir, d'identifier. On a vu, lors des conférences dont il parlait, on a vu par exemple Ndagijimana Jean-Marie Vianney. Il n'y a pas plus négationniste que lui. Bon, peut-être que je ne vais pas beaucoup m'attarder sur Twagiramungu parce que, excusez-moi, mais c'est lui. Bon, je ne vais pas perdre mon temps avec lui parce que, bon. Mais il y en a beaucoup de ça. Nous allons essayer de les identifier tous. Évidemment, nous, en tant que Umurinzi Initiative, ou bien l'initiative Umurinzi, on ne peut pas les identifier parce qu'ils se cachent, ils ont un langage biaisé, pas vraiment très clair. Hein. Il faut être un juriste. Nous avons des juristes parmi nous, évidemment, et des chercheurs, bon, ils vont nous aider à qualifier les faits, donc les actes et les paroles qu'ils prononcent pour les qualifier selon la loi de négationnisme et du génocide. Et nous allons les dénoncer. Voilà, c'est tout pour notre émission majuscule propos de ce soir où nous étions avec Madame Marie Immaculée Ingabire. Elle représente Umurinzi Initiative. Elle est également présidente de Transparency International Rwanda. Nous étions également avec le docteur Diogène Bideri qui est de la Commission nationale de lutte contre les génocides, mais il est d'abord juriste et chercheur. Merci à tous les deux d'avoir été avec nous ce soir. Merci à vous. Et surtout, merci à vous tous ceux qui nous avez suivis. Je vous retrouve très prochainement pour un nouveau numéro de Majuscule Propos. Et en attendant, prenez soin chez vous.